Docteur Alouche, pour présenter votre présentation concernant le cadre légal. Merci. Merci, Madame Rahim. Donc, je remercie Si Béchir, le président de la STJO, ainsi que tous les membres de m'avoir invité à ce 32e congrès de la STJO, donc, pour parler de la préservation de la fertilité, donc un peu sur la législation tunisienne actuelle et ce qui se passe ailleurs, donc sur ce thème. Donc, comme vous le savez, la préservation de la fertilité, c'est l'ensemble des protocoles permettant une conservation des cellules reproductrices, donc que ce soit pour l'homme ou la femme. Et actuellement, comme l'a dit professeur Belhaj, donc il y a un changement donc dans certains pays et on passe de la préservation uniquement médicale vers ce qu'on appelle la conservation sociétale ou la conservation préventive. Mais comme on va le voir, il y a plusieurs différences entre les pays. Donc en Tunisie, le premier texte, c'est l'avis du Comité national d'éthique, donc du 12 décembre 1996, qui a ouvert les débats sur la procréation médicalement assistée. Et donc c'était un prélude pour la promulgation de la loi de 2001 relative à la médecine de reproduction. Et il y a aussi un texte qui est important, le décret de 2003, donc qui est relatif à la définition des activités de la médecine de reproduction et les modalités de son exercice. Donc l'article 4 de cette loi donc, il stipule que la médecine de reproduction ne peut être pratiquée contre membres d'un couple marié, vivant et uniquement des gamètes provenant d'eux et doivent être en âge de procréer. Pour la congélation, donc pour des raisons médicales, c'est l'article 6 et qui stipule que la personne non mariée soumise à un traitement ou qui se prépare à subir un acte pouvant affecter sa capacité à procréer, donc peut, mais à titre exceptionnel, recourir à la congélation de ces gamètes afin de les utiliser, bien sûr, dans une relation conjugale légale et dans le cadre de la loi, de cette loi donc de 2001. L'article 11 aussi, il parle de la congélation des gamètes et des embryons qui ne peut se faire qu'à des fins thérapeutiques et sur une demande écrite du couple. Après le deuxième alinéa de cet article 16, donc il parle aussi que le délai maximum ne dépasse pas les 5 ans, ce délai est renouvelable pour la même période et toujours sur une demande écrite de l'intéressé si c'est des gamètes et du couple s'il s'agit d'un embryon. Et la destruction donc obligatoire des gamètes et l'arrêt de la congélation des embryons s'il n'y a pas un renouvellement de la demande ou lorsqu'il y a un décès d'un des deux membres du couple. L'alinéa 4 de l'article 11, donc avant l'expiration du délai, donc la personne peut demander par écrit la destruction de ces gamètes. Là, pour les embryons, donc c'est les deux membres du couple. Donc voilà, ça c'est les deux articles les plus importants qui parlent de la préservation de la fertilité dans la loi. Pour le décret de 2003, l'article 7, donc il concerne le dossier médical de la personne non mariée et parmi donc les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier médical, il y a les motifs du recours à la congélation des gamètes, donc le motif médical qui a incité la personne non mariée à la congélation des gamètes, mais il n'y a pas donc une précision sur ces motifs. Donc, je pense que le professeur Ziwa en parlera après sur donc sur les limites de ces articles par rapport à la conservation médicale de la fertilité. Pour le droit comparé, donc j'ai choisi quelques pays. D'abord, je commence par nos voisins. Il faut savoir qu'au Maroc, c'est seulement en 2019 qu'il y a une loi sur l'assistance médicale à la procréation. Donc, eux, ils l'appellent l'assistance médicale à la procréation. Et l'article 12, il est similaire à l'article 4 de notre loi. Donc, c'est la même chose. Il faut qu'une femme et un homme mariés, vivants, essaient les propres gamètes. Et bien sûr, toujours, il faut une demande écrite et dûment signée. En plus de ça, ils demandent une copie de l'acte de mariage. Donc, pour la préservation, donc, l'article 23 de la loi marocaine, donc, elle stipule que les gamètes prélevés sur les conjoints ne peuvent être conservés et donc le praticien doit les utiliser en totalité dans la fécondation.
Concernant les personnes qui peuvent avoir un traitement qui peut affecter la capacité à procréer ou il y a un risque sur la fertilité, donc il y a une possibilité, donc c'est presque l'article de la loi de 2011, la loi française de 2011, donc la préservation des gamètes et des tissus germinaux, donc en vue de leur utilisation ultérieure dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation. Bien sûr, il faut toujours un consentement et une information par écrit. Et il y a une obligation aussi du médecin traitant qui doit attester, donc sur des bases de données scientifiques disponibles, que le traitement prescrit est de nature à affecter la capacité à procréer donc, de son patient. Pour l'Algérie, donc, il n'y a pas vraiment une loi sur l'assistance médicale à la procréation. Il y a l'insertion dans le Code de famille en 2005 de la notion d'insémination artificielle, donc pour les couples. Puis il y a une instruction de 2009 qui a défini l'assistance médicale à la procréation. Puis le Code de la santé algérien a été modifié donc, en 2018 avec insertion de 7 articles qui parlent de l'AMP. Et parmi ces articles, donc, il y a la définition, c'est similaire à notre législation et celle du Maroc. Donc il faut un homme et une femme en âge de procréer, vivant, un couple légalement marié. Pour les conditions de conservation et destruction, donc, sont fixées par voie réglementaire. Je n'ai pas trouvé les textes réglementaires, donc soit ils ne sont pas encore publiés, soit ce que je n'ai pas bien cherché sur ces conditions de conservation. En Europe, donc j'ai choisi seulement 3 pays parce qu'on ne peut pas faire le tour complet. D'abord, on commence par la France. C'est la 4e révision de la loi relative à la bioéthique, donc du 2 août 2021, qui a donc instauré, c'est ce qu'on appelle la préservation sociétale ou la conservation préventive de l'infertilité liée à l'âge. Et donc, toute personne majeure peut, si elle le désire, conserver ses gamètes en vue d'un usage ultérieur. Et seuls les établissements publics de santé ou les établissements privés à but non lucratif sont habilités à assurer cette conservation. Comme ça a été dit hier, il y a des conditions d'âge, donc c'est le décret du 28 septembre. Les femmes peuvent faire la conservation entre 29 et 37 ans. Pour les hommes, c'est entre 29 et 45 ans. Et parmi les explications que j'ai trouvées donc, dans le débat qui a duré quelques mois quand même pour arriver à faire la modification de la loi, c'est que le législateur a essayé de trouver un équilibre entre une conservation précoce, mais qui n'est pas utilisée dans la majorité des cas, et une conservation qui serait trop tardive pour être efficace, donc le risque d'être inefficace si la tranche d'âge a été plus élevée. L'arrêté de 26 octobre 2021, il a fixé les limites d'âge pour l'utilisation des gamètes. Donc c'est avant le 45e anniversaire chez la femme et avant le 60e anniversaire chez l'homme. Les gamètes ne peuvent plus être conservées après ces échéances. Concernant les frais relatifs à la conservation des gamètes, donc ne peuvent être pris en charge ou compensés par l'employeur ou toute personne physique ou toute personne morale dans une situation de dépense économique. Et là, je pense que c'était surtout pour éviter des pressions en vue de retarder un projet parental. Et là, je ne suis pas d'accord avec vous, madame, concernant Facebook et Apple. Donc, je pense... on a 2 explications différentes, mais le fait que la loi française donc, promulgue cet article, c'est parce qu'il pourra avoir donc, des pressions en vue de retarder du projet parental par l'employeur. Donc, les frais relatifs aux explorations et traitements ainsi que le recueil de gamètes et les pris en charge, mais les frais annuels de conservation sont à la charge de la personne. Quand il s'agit de motifs médicaux, la prise en charge, c'est par la solidarité nationale. Et chaque année, donc, la personne ayant conservé est consultée sur sa volonté de poursuivre et d'arrêter la conservation. Et il faut toujours le consentement par écrit. Si elle ne souhaite pas poursuivre la conservation, donc il y a 3 possibilités. Soit les gamètes sont redirigées vers le don ou vers la recherche, ou simplement l'arrêt de la conservation. S'il n'y a pas de réponse pendant 10 années consécutives, il est mis fin à la conservation.
L'interdiction, bien sûr, toujours l'insémination post-mortem, la grossesse pour autrui. Dans le droit helvétique, donc, la loi a été promulguée, la première loi en 2001, puis il y a une votation donc, le 1er septembre 2017 pour le changement qui a concerné essentiellement la durée légale de la cryoconservation, donc qui a passé de 5 ans à 10 ans au total, avec la possibilité d'une conservation plus longue pour des raisons médicales, donc si une raison médicale le justifie, donc un traitement médical où il y a un risque sur la fertilité, et comme partout dans le monde, il faut un consentement écrit. Aussi, le changement apporté sur que toute personne peut révoquer par écrit et en tout temps son consentement à la conservation et l'utilisation des gamètes, et en cas de révocation ou l'expiration, donc les gamètes sont immédiatement détruits. Le don d'ovule, d'embryon, donc c'est la même chose, il n'a pas été changé, il est toujours interdit, la maternité de substitution aussi, et l'utilisation de gamètes après la mort. Pour la Belgique, donc c'est ce qu'on appelle, il y a le tourisme procréatif, donc la loi de 2007, elle est peu contraignante, elle autorise beaucoup de choses, donc possibilité de conservation pour des raisons médicales ou sociétales, pendant 10 ans prolongé si motif médical, et le consentement par écrit, mais il y a la possibilité de l'insémination post-mortem dans un délai de 2 ans après le décès et la gestation pour autrui. Donc, après ce tour d'horizon, on va discuter l'élargissement des indications de la préservation en Tunisie. Pour des raisons médicales, je ne vais pas en parler, c'est professeur Zio, mais je vais discuter sur la possibilité de la conservation non médicale. Et là, comme très bien présenté professeur Belhaj, il y a plusieurs questions et il y a plusieurs dilemmes éthiques qui peuvent se poser. D'abord sur la qualité de l'information, parce qu'il y a plusieurs messages qui peuvent être donc déformés ou n'est pas bien assimilés par les femmes ou par les hommes. Et certains laboratoires ou certains centres, ils présentent que la conservation comme une technique permettant de libérer la femme de toute contrainte liée à l'âge, donc ce qui peut-être va encourager la procréation tardive avec la possibilité donc de complications. Il y a même un laboratoire espagnol donc qui réalisait vos rêves. Donc vous avez le temps de réaliser vos rêves et lui, il va s'occuper de la fertilité. Donc voilà les messages qui peuvent être transmis. Donc aussi, il faut l'implication d'une équipe pluridisciplinaire avec l'aide de psychologues et surtout, bien sûr, pour l'information, le bilan à réaliser, mais connaître les motivations de la femme pour l'autoconservation et là, pour détecter d'éventuelles pressions familiales ou professionnelles pour le retard pour l'autoconservation. Il y a aussi le problème, et ça, c'est un point très important, sur l'innocuité puisque la ponction reste toujours un acte contraignant et invasif. Et là, malheureusement, Madame Kanou n'est pas présente, mais on aurait aimé avoir son avis s'il y a des indications non médicales. Est-ce que le médecin il sera toujours tenu à ses obligations de moyens lors de réalisation? C'est très bien que les magistrats sont très sévères quand il n'y a pas une raison médicale, donc ils appliquent certains appliquent l'obligation de résultat ou l'obligation de sécurité donc de résultat. Il y a possibilité de complications dans ce cas liées au traitement ou liées à la ponction. Donc le point le plus important, c'est la responsabilité donc du médecin qui va faire la ponction et surtout si c'est une indication sans raison médicale. Les limites d'âge de l'utilisation des gamètes, ça aussi, il faut le définir. Après, les tranches d'âge, on peut en discuter, parce que la loi garde toujours le flou. Elle dit en âge de procréer. Donc, il faut le définir, parce que sinon, ça peut donner à des écarts donc, de conduite. Le lieu de conservation, public ou privé, personnellement, je ne trouve pas de différence, parce que c'est un médecin, le responsable, c'est un médecin donc, qui obéit aux conditions prévu par la loi, c'est un médecin, donc qu'il travaille dans le public ou au privé, il a les mêmes obligations. C'est un médecin inscrit au tableau de l'ordre des médecins. Il n'y a pas de différence entre un médecin qui exerce dans le public ou dans le privé. Le suivi de la conservation, puisque là, ça va être une autre charge pour
voir est-ce que les personnes concernées veulent conserver encore ou non, le coût de la conservation, la révocation à la conservation, donc il faut aussi une procédure facile et traçable, donc c'est toujours le consentement par écrit. Voilà, merci. Merci beaucoup. C'est Alouche. En fait, après ce tour d'horizon, on laissera les questions et les discussions après.